Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Science. Aujourd'hui, on va vous expliquer la reproduction des fleurs avec The Bachelor. L'immense majorité des végétaux que nous consommons, tous les fruits, les légumes et les céréales sont des plantes à fleurs. Et ce sont ces mêmes plantes à fleurs que consomment tous les animaux que nous mangeons. Ce sont donc les fleurs qui nourrissent les humains. Autant dire que la reproduction des fleurs, c'est l'une des choses les plus importantes au monde. Les plantes à fleurs, aussi appelées angiospermes, peuvent se reproduire de façon asexuée. Elles se multiplient par la production de bulbes ou de stolons. C'est le cas par exemple des tulipes et des fraises. Mais la plupart des plantes à fleurs se reproduisent de façon sexuée. Et tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Le sexe façon plante à fleurs s'appelle la pollinisation. Les cellules reproductrices mâles sont enfermées dans des grains de pollen situés dans les étamines. Les cellules femelles sont quant à elles contenues dans les ovules, elles-mêmes enfouies dans le pistil, une sorte d'ovaire. Pour que les ovules soient fécondés, il faut donc que du pollen soit déposé sur le pistil. Ce transport peut avoir lieu au sein d'une même fleur, c'est ce qu'on appelle l'autopollinisation. C'est de l'autosexe quoi. Mais le plus souvent, le pollen d'une fleur est déposé sur le pistil d'une autre fleur de la même espèce. Et c'est là qu'interviennent ceux qui facilitent le transport, encouragent le sexe entre fleurs et donc assurent notre alimentation quotidienne, les pollinisateurs. Les pollinisateurs, les abeilles, les papillons, les coléoptères, mais aussi quelques oiseaux, ce serait un peu comme les producteurs du Bachelor, qui certes facilitent les rencontres entre bachelors et bachelorettes, mais surtout utilisent l'audimat de leurs ébats pour en tirer profit. Les pollinisateurs collectent du nectar, un sucre très énergétique, matière première du miel, situé au cœur des fleurs. Au passage, ils récoltent involontairement du pollen qu'ils déposeront involontairement sur la prochaine fleur qu'ils iront butiner. Là j'ai panique, j'ai un moment de panique. Entre les pollinisateurs et les fleurs, c'est gagnant-gagnant. Pour les attirer, elles ont mis au point au fil de millions d'années des organes floraux ultra sophistiqués et la plupart du temps magnifiques. Les fleurs et la palette incroyable de couleurs, d'odeurs et de formes qu'elles arborent, c'est un peu comme le maquillage, les tenues sexy, les parfums qu'arborent les bachelors et les bachelorettes dans l'espoir de pécho. Même si dans la vraie vie, on peut avoir envie de s'habiller sexy et de se maquiller et ne pas avoir pour autant envie de se faire butiner. En matière de fleurs, les pollinisateurs sont plus ou moins sélectifs, un peu comme les bachelors et les bachelorettes envers leur target. Clémence, honnêtement, je vois aucune émotion coller sur son visage ou quand je suis avec elle. Certains butinent toutes les espèces de fleurs sans discernement. D'autres ont leur type préféré. D'autres encore ne consentent à butiner qu'une seule espèce de fleur et à ne récolter qu'un seul type de nectar. Cette relation mutualiste entre les pollinisateurs et les fleurs a donné lieu à une coévolution. Les fleurs ont évolué au fil de millions d'années pour plaire à tel ou tel insecte. Beaucoup de fleurs, par exemple, sont de forme étoilée, une structure que reconnaissent bien les abeilles. D'autres, par exemple, ont développé une odeur de cadavre pour plaire à certains types de mouches. Grâce à toutes ces stratégies géniales inventées par l'évolution, la pollinisation marche plutôt bien. Une fois le pollen déposé à la surface des pistils, des cellules transportent les gamètes mâles jusqu'aux ovules. Ces ovules vont devenir des graines, encapsulées dans le pistil, l'ovaire. Cet ovaire va alors grossir pour former le fruit. Vous avez bien compris, quand vous mangez une pomme, vous mangez l'ovaire d'une fleur de pommier.